Il y a plein de choses à faire avant, et c'est ce qu'on occupe à faire. Je me féliciter vraiment en manière de macroscopique des grosses parties à faire dans un projet de réglage, c'est de voir à peu près le chapitre après. Ce qu'on occupe à faire maintenant, et je l'ai dit pendant plusieurs semaines, c'était vraiment ça, lequel il avait, c'est ça le plus important et le plus intéressant. Et je mets ça en parallèle avec la marque que je viens de faire, le tuning, c'est le petit machin qu'on fait après, c'est rigolo, mais c'est pas ça le plus intéressant. Ici, on est en train de parler de structure de réglage. C'est vraiment ça qui est fondamental, parce que si on a bien dit, si une régulation ne fonctionne pas, je ne commençais surtout pas à dire il faut que je recule le régulateur, c'est pas du tout la première chose à faire. La première chose à faire, c'est quoi? Si vous avez des problèmes d'oscillation, typiquement dans une régulation. Exactement. D'abord, on va aller regarder votre organe de réglage. Dans 93% des cas des applications, la vanne de réglage, c'est une vanne, c'est un organe mécanique. Et donc, cet organe mécanique est potentiellement la source du problème, la source d'oscillation. Parce que point dur, parce que ici, etc., etc., etc. Et donc là, vous discuterez de ça avec M. Borg, fait le dernier cours qu'on va avoir le 7 mai, je crois, pour lequel vous avez 3 heures spécialement dédiées aux vannes. Quelqu'un doit poser des questions là-dessus. Et lui dire, oui, les vannes, c'est important. Il y aura l'aspect dimensionnement, mais aussi l'aspect positionneur, et le problème mécanique. Je reviens à ce que je disais. La deuxième source d'oscillation, ça peut être quoi? Ça peut être que vous avez mal choisi la structure de réglage. Et le tuning du régulateur, c'est vraiment le dernier truc à aller voir. Et donc, l'erreur à ne pas faire, c'est de foncer sur le régulateur en disant, je vais changer mon gain, changer mon TI, je vais changer, prendre un PID, mais prendre une autre forme de régulateur, dont on parlera après. C'est vraiment pas ça la chose la plus importante à faire, même si c'est vrai que d'un point de vue pédagogique, vous avez passé pas mal de temps à faire ça, même si c'est un truc vraiment super rigolo à faire, vous avez bien raison, mais c'est pas le premier truc à mettre en évidence s'il y a un problème, et c'est pas le premier truc à prendre en main dans un projet de nouvelle régulation. Donc le plus important, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire ici, c'est structure de réglage. Et quand il faudra paramétrer cette structure de réglage, et pour faire le choix de la structure de fond, on a absolument besoin de connaître quoi? Le système sur lequel on s'appuie. Quel type de dynamique est-ce qu'il a? C'est une dynamique facile, une dynamique compliquée. Une dynamique compliquée, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que ça va être compliqué à réguler? Quoi? Non linéaire, délai, pire que le délai, non minimum de phase, qui part à l'envers, et encore un troisième truc à citer, et après vous avez fait un truc à peu près exhaustif, je pense. Multivariable. Multivariable. C'est vraiment les trucs les plus importants. C'est pour ça que l'analyse du process, elle doit vraiment vous aiguiller, vous devez mettre des yeux qui sont qu'est-ce qui est non linéaire, qu'est-ce qui est multivariable, qu'est-ce qui a des dynamiques compliquées à cause du temps mort ou non évident de phase. C'est de ça dont on a beaucoup parlé avant. Ici, on est en train de parler structure de réglage et après, on aura la partie tuning. C'est vraiment ça les parties les plus importantes. L'autre partie importante dont on parle peu ici, mais vous allez voir qu'on va quand même en parler justement dans 5 minutes, c'est la partie conditionnement des régulateurs. Typiquement, vous connaissez déjà quelques trucs en conditionnement des régulateurs. C'est quoi? Gérer le régulateur, mais pas gérer au sens dynamique du terme avec son gain, son TI, son TD ou autre paramètre. Vous connaissez déjà ces problèmes de gestion, de mode, ces problèmes de conditionnement. C'est ce que vous avez sous le terme d'anti-wind-up, d'anti-choc, etc., etc. D'accord? Il y a d'autres choses à dire, d'autres choses à faire quand on est en multivariable, quand on est en non-linéaire. Mais de manière générale, ce conditionnement de régulateur, c'est un truc très important, mais dont on parle moins ici. Ouais. Vous pouvez répéter. Si nos régulations ne fonctionnent pas, qu'est-ce qu'on doit regarder? C'est l'organe de réglage, la structure de réglage, c'est quoi dernier? La couleur du régulateur. L'odeur du régulateur. Qu'est-ce qu'on a dit? Non linéaire, dynamique compliquée, donc temps mort et non minimum de phase, et multivariable. Vous en voyez un, j'ai oublié, dans les trucs à prendre en compte au niveau de la dynamique du système. Encore en disant ça, on a encore 30% des trucs auxquels on est donc en train de parler de structure de réglage et on s'était arrêté ici parce que c'est un exemple qui nous permet de faire un petit rappel sur l'intérêt du deuxième élément qu'on a introduit dans notre structure de réglage, qui est la cascade. Le premier élément, c'est le feed-forward. Alors, vous allez voir des exemples un peu introductifs au chapitre qu'on a commencé à discuter. Et finalement, on a déjà tout. Donc, on est un peu dans des exemples introductifs. Vous allez voir qu'après, on va un peu resystématiser le feed-forward, ça a 5 avantages, la cascade et les autres dont on va parler. Donc, on est un peu dans des gros exemples introductifs, mais qui nous permettent déjà d'aller assez fort dans le détail. On est ici en train de reparler d'une cascade. Si vous deviez reciter les avantages de la cascade et les conditions pour pouvoir utiliser une cascade, ce serait quoi? Il y en a un qui est rapide et l'autre qui est lent. Oui, donc les conditions pour pouvoir l'utiliser, c'est qu'on ait une dynamique interne qui
soit beaucoup plus rapide que la dynamique externe. Et qu'est-ce qu'on a comme avantage attendu à la structure en cascade? Il y a principalement deux choses à dire. Cacher une non-linéarité. Ouais, ça va linéariser typiquement la non-linéarité de l'organe de réglage, qui est clairement le cas lorsque l'organe de réglage est une vanne ou une pompe. Donc ça c'est un des intérêts. Le deuxième intérêt c'est quoi? Corriger les perturbations qui ne sont pas mesurables. C'est vrai, mais il faut être plus précis. DL, Ou DH. c'est compliqué, je sais pas plus que c'était DHC, j'invente chaque fois des termes différents. Je veux dire en français. Donc effectivement, ça va nous permettre d'améliorer la gestion de perturbation. Pour quel type de perturbation? C'est surtout intéressant. Celles qui sont sur la première partie du process, celles qui sont sur la partie rapide. L'idée de la cascade, c'est que les perturbations qui vont intervenir sur la première partie du process, elles sont visibles sur la variable intermédiaire qui est utilisée pour la cascade. Et donc, on va très vite les corriger. Et si c'est assez rapide, ça sera à peine sensible pour la partie lente du process et la partie principale. C'est ça l'idée de la cascade. Et qu'est-ce qu'il faut encore ajouter? Quel est l'inconvénient entre guillemets de la cascade? Oui, parce qu'on va devoir parler des gestions de mode où il faut faire attention, mais c'est pas bien complexe, il faut juste y penser. En régulation, dès qu'on, je vous donne la réponse, mais c'est parce que c'est très important, dès qu'on rajoute une mesure, on dit merde, on rajoute un point faible. Parce qu'on a déjà discuté, chaque mesure peut péter, et donc si vous rajoutez une mesure, et que vous l'utilisez en régulation, pour éviter ça, on doit avoir une redondance, un 1 de 2, un 2 de 3 dont on a parlé il y a quelques semaines. Et donc c'est un inconvénient à citer quand je veux utiliser une structure de réglage en cascade, j'ai besoin d'une mesure en plus. Pourquoi une mesure en plus? Parce que l'idée de la structure de réglage, c'est de voir notre process en deux morceaux. On a cité quelques exemples. Revenons sur un autre exemple ici, un exemple de désurchauffe de vapeur, ce que vous avez typiquement dans des chaudières. Vous avez la partie chaudière ici qui est en amont, qui n'est pas dessinée. On en sort de la vapeur qui est trop chaude. Il faut absolument désurchauffer en injectant de l'eau pour pouvoir ensuite aller finalement vers une turbine à vapeur qui se trouve, un consommateur vapeur, typiquement une turbine à vapeur qui se trouve là-bas en aval. Et avant ça, on va encore la réchauffer un coup. Et donc ça, c'est la température que l'on veut absolument contrôler en injectant de la vapeur. Pardon, en injectant de l'eau dans la vapeur qui arrive ici. Ce débit vapeur, cette pression de vapeur, cette température de vapeur ne sont pas contrôlées, ce sont donc des perturbations. Et qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va injecter de l'eau qu'on va pulvériser dans la vapeur, on va pulvériser pour que le mélange soit le meilleur possible et que la chute de température soit la plus homogène et rapide possible. Et qu'est-ce que vous voyez qu'on va faire ici? Eh bien, même si l'objectif principal, lorsque l'on va injecter de l'eau dans la vapeur, donc la désurchauffer, même si l'objectif principal est de contrôler la température finale, donc avant d'aller vers la turbine à vapeur, on va céder dans la structure de réglage d'une température intermédiaire. Cette température, est-ce qu'elle va répondre aux conditions d'application de la cascade, autrement dit rapidité? Ben, on va voir. Lorsque le régulateur va injecter de l'eau, il va ouvrir cette vanne. J'ai ici un réseau d'eau pressurisé. Donc, en ouvrant la vanne, j'ai directement de l'eau qui arrive. Ça ne va pas prendre très longtemps. Qu'est-ce qu'il va falloir attendre comme temps avant que la température ici soit affectée par l'arrivée d'eau? Ça va être rapide ou lent? Par rapport au reste de la dynamique, qui lui n'est pas simplement une loi de mélange instantané donc, mais qui va être ici tout un transitoire lié à l'inertie thermique de mon surchauffeur. J'ai ici 3 tonnes de métal avec autant d'échangeurs en parallèle, blablabla. Bla, bla, bla. Mais vous voyez bien, donc j'ai une inertie thermique ici énorme. Donc qu'est-ce que ça va faire ça? Eh bien ça va faire que lorsque je vais ouvrir ma vanne ici de 5% pour augmenter mon débit d'eau, la température ici va directement chuter et elle chutera ici plus tard, bien plus tard, parce qu'ici j'ai une dynamique thermique qui est très lente à cause de l'inertie thermique, alors qu'ici j'ai pas tellement de dynamique thermique, j'ai simplement une loi de mélange qui est quasiment instantanée. Souvent on dit que la seule dynamique qu'on a dans cette régulation-ci, c'est la dynamique du capteur, parce que le doigt de gant, eh bien, il a une certaine épaisseur, et donc votre capteur lui-même, avec son équipement, donc son doigt de gant, a une certaine inertie. Donc on est clairement dans un contexte où on peut utiliser une cascade. Maintenant, pour revenir à ce qu'on a dit, quel est l'avantage ici d'utiliser une cascade? Autrement dit, un régulateur principal qui est le régulateur maître, interne ou primaire, on utilise les 3 vocabulaires, qui va du coup être celui qui va piloter le système lent, et donc qui va voir en feedback la variable principale qu'on veut contrôler.
Ça, c'est le régulateur lent qui pilote la partie lente du process. Et il est aidé en aval, en esclave, on l'utilise comme régulateur interne, un régulateur rapide qui va piloter la partie rapide du process, autrement dit, qui va utiliser comme feedback la sortie de la partie rapide du process. La première dynamique, la deuxième dynamique. Donc on est bien dans ce contexte. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme avantage du coup dans ce contexte-ci de cette structure en cascade? Bah, typiquement, c'est ce qu'on a dit. Si la pression de la vapeur à l'entrée elle change un peu, on va bien. La pression, la température ou le débit de vapeur, autrement dit tout ce qui va perturber la charge thermique qu'on va amener sur notre échangeur, eh bien ça va directement se voir là-dessus, et donc on va essayer de réagir le plus vite possible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme perturbations? Donc ce que tu viens de citer ici, ce sont les perturbations que l'on va déjà voir sur T1, et donc qui vont nous permettre de réagir le plus vite possible pour essayer que ça se ressente le moins possible sur T2. C'est vraiment ça l'idée de la cascade. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme perturbation qui va être gommée grâce au régulateur interne ou esclave? La non-linéarité de la vanne, tout à fait. Quoi d'autre? On avait ça aussi dans un exemple dont on a parlé la semaine passée. La pression d'alimentation d'eau. Il faut savoir que souvent, un réseau, ici quand vous avez une idée sur chauffe, en réalité, c'est sur tout un réseau d'eau. Et donc ce réseau d'eau était que dès qu'il y a un des consommateurs sur le réseau qui puise de l'eau, qu'est-ce qui se passe? La pression chute, autrement dit, tous les débits ont tendance à chuter. Et donc, si on ne s'amuse pas à mettre des régulateurs esclaves, on va à chaque fois avoir que n'importe quelle boucle de régulation qui vient prélever de l'eau sur ce barillet, sur ce collecteur, va perturber les autres. Ça, c'est l'aspect multivariable. Et bien ici, c'est une des manières d'essayer d'être le moins sensible possible à cet aspect multivariable. Oui. Il faudrait vraiment voir un capteur de pression. Alors, Ah, on pourrait améliorer ça avec un capteur de pression. Mais alors, qu'est-ce que tu ferais? Tu irais plutôt vers un feed-forward. Ici, ce qu'on dit, c'est que si la pression bouge, mais sans devoir la mesurer, donc je n'ai pas besoin de capteur de pression, si la pression ici change, mon débit va changer, donc ma température va changer, elle, je la mesure. Et donc la pression, qui est une perturbation non mesurée, va affecter mon process, va se ressentir sur la variable rapide, qui va directement venir compenser l'ouverture de vanne pour essayer de récupérer cette température-là. Donc, c'est tout à fait différent d'un feed-forward qu'on rappellera encore après, et pour lequel on a besoin de la mesure. Ici, on n'a pas besoin de la mesure de perturbation. Autrement dit, la cascade, elle va contrer toutes les perturbations qui sont en amont de la variable intermédiaire, de T1 ici. C'est clair que, on va en parler dans d'autres exemples après, si j'ai ici une perturbation qui se trouve en aval de T1, et dans une chaudière, typiquement, ça va être le débit de fumée qui va venir réchauffer ma vapeur, le débit de fumée qui va croiser cet échangeur-ci, mais ce débit de fumée ne va pas affecter T1, donc cette perturbation ici, elle se trouve en aval de T1, vous êtes bien d'accord que le régulateur esclave, rapide, ne va en rien réagir face à une perturbation de débit de fumée. On est d'accord? Donc il faut bien voir les perturbations qui vont affecter la variable rapide, et grâce à ça, le régulateur rapide va réagir, lui, très rapidement, c'est évidemment l'avantage, et grâce à ça, la partie principale, variable principale à réguler va être très peu sensible à ça. Donc c'est une manière d'essayer vraiment d'attaquer le problème le plus vite possible et de ne pas attendre qu'il se ressente sur la sortie. D'ailleurs, faisons le raisonnement. Si j'enlève ma boucle interne, qu'est-ce qui va se passer? Si j'enlève ma boucle interne et que je reprends mon scénario de chute de pression d'alimentation en eau, c'est lent. je vais perdre ma pression d'alimentation, donc mon débit de désurchauffe va diminuer, donc ma température T1 va augmenter, mais je ne vais rien faire parce que je n'ai pas de cascade. Donc T1 va augmenter sans aucune réaction de ma structure de réglage, donc ça va perturber tout l'aval, autrement dit ma dynamique lente, donc T2 va finir par augmenter, et c'est seulement là, mais bien plus tard, que mon régulateur maître, le seul régulateur qui existe parce que j'ai déconnecté l'esclave dans mon raisonnement, que le régulateur maître va réagir. Mais qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce régulateur-là? Étant donné qu'il pilote un système qui est lent, ce régulateur-là est lent. Autrement dit, vous allez avoir une grosse déviation temporaire de T2
avant de revenir lentement. Vous allez avoir un grand écart sur T2, dû à la transition, dû à la perturbation, et un retour lent vers la consigne. Et sur ce temps-là, il y a beaucoup de chances que la perturbation de pression, elle revienne dans l'autre sens et que vous n'arriviez quasiment jamais à revenir proprement sur la consigne. Alors qu'avec T1 qui vient vous aider, vous réagissez beaucoup plus vite. Ça permet que le régulateur qui pilote T2, donc le régulateur maître, ait le moins de choses possibles à faire. C'est ça qu'on essaye de faire. On essaye que le régulateur lent ait le moins de choses possibles à faire, parce que justement, on sait qu'il est lent. Et donc lui, il va devoir tolérer de grandes excursions de perturbations et revenir lentement. C'est vraiment ça l'idée. Si j'enlève l'esclave, ça va marcher, mais j'aurai des transitoires avec des excursions, des écarts transitoires bien plus grands et je reviendrai beaucoup plus doucement. Ça veut dire que je serai beaucoup plus, en moyenne, beaucoup plus loin de ma consigne, avec tous les inconvénients que ça a, mais dans ce cas-ci, en termes de rendement, en termes d'usure de matériel, etc. etc. Oui. Alors justement, c'est pour ne pas devenir instable qu'on est obligé de mettre ce régulateur lent parce qu'il pilote un système qui est lent. Donc c'est pour ne pas devenir instable qu'on est malheureusement obligé de dire système lent, régulateur lent. Système rapide, régulateur rapide. Et donc si j'enlève la partie rapide, tout doit être lent parce que le système est lent, l'unique système est lent, on a pu diviser en deux sous-systèmes, il est lent, donc le régulateur est lent, donc le subconsigne est lent, donc la réduction de perturbation est lente. C'est ça vraiment les énormes avantages de la cascade. Des cascades comme ça, on peut les faire à plus que 2 étages. J'ai encore travaillé sur un truc il y a 2 semaines, avec 4 étages de cascade. On a une turbopompe, donc une pompe qui est alimentée par de la vapeur. Donc vous avez une turbine qui est alimentée par de la vapeur, qui tourne, qui alimente une pompe, qui alimente de l'eau vers un générateur de vapeur dans une centrale nucléaire. Et donc on a au bas niveau, on a un régulateur de position qui est alimenté par un régulateur de vitesse, qui est alimenté par un régulateur de pression, qui est alimenté par un régulateur de, je sais plus quoi. Non, je crois que j'ai menti, c'est 3. Donc vous pouvez comme ça avoir pas mal d'étages de cascade parce que ça a tous ces avantages. Okay. Oui. Est-ce qu'il y a une limite? Non. Non. Tu as intérêt à mettre entre guillemets le plus possible. Maintenant, il faut voir que ça va un peu compliquer les modes de régulation, donc les conditionnements de régulateur, c'est ce dont on va parler ici. Mais il n'y a pas vraiment de limite, on a intérêt à faire ça le plus possible, tant que ça a un sens, évidemment. Donc il faut qu'on soit à chaque fois dans ce contexte-là, une partie rapide, une partie lente, et le fait d'avoir une variable intermédiaire à mesurer. S'il y avait une limite, ce serait le fait qu'à un moment, on dit non, rajouter cette mesure-là, c'est rajouter un point faible, elle n'est pas redondante, je ne lui fais pas confiance ou quoi, et là on dira non, alors je n'utilise pas cette mesure-là pour faire une cascade. Oui. Je me renseigne que par défaut, on pourrait mettre un feed-forward sur tous les esclaves. Il y a des cas où ce serait plus intéressant de ne pas en mettre. Ne mélangeons pas tout. Feed-forward et esclave, c'est 2 structures de réglage différentes. Alors on peut les combiner, d'accord, mais repose ta question en étant clair pour ne pas mélanger l'un et l'autre. Qu'est-ce qui se passerait si on avait un capteur d'ablation? Vous m'avez répondu, on peut faire un feed-forward, comment on peut anticiper comment est-ce que la perturbation affecterait le système, ou justement qu'elle n'affecte pas le système avant même que ça puisse arriver. Oui. Dans quel cas, justement, ce serait pas intéressant de... Alors ça va, encore une fois ici, ça va toujours être intéressant de faire les deux, si tu sais faire les deux. Et on a déjà parlé de ça dans un exemple la semaine passée, on avait une cascade et un feed-forward. Et on avait amené à discuter, attention, le feed-forward ne doit pas arriver n'importe où dans la structure de réglage. Quand on commence à mélanger plusieurs éléments de structure de réglage, cascade, plusieurs cascades, feed-forward, etc., il faut bien les mettre l'un dans l'autre. Mais l'un n'est pas du tout opposé à l'autre. Quand il y a un intérêt, on va le faire. Et ici, dans cet exemple-ci, justement, on va l'utiliser dans quelques slides pour lesquels on va aller dans la suite de ce que je vous ai dit. Les perturbations qui sont en amont de T1, elles sont gérées par l'esclave. Par contre, celles qui sont en aval ne sont pas gérées par l'esclave. Et on va rajouter un feed-forward là-dessus. On va rajouter un feed-forward qui va utiliser ici justement l'apport calorifique des fumées. On peut estimer que le débit de fumée et la température de fumée, que vous allez voir apparaître comme mesure ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que dès que j'augmente l'apport calorifique sur mon échangeur, je vais directement diminuer mon apport thermique, donc augmenter mon apport d'eau pour compenser ça. Et donc ça devient une structure de réglage, on commence à combiner plusieurs éléments de réglage, cascade et feed-forward. Quand on fait ça, il faut bien faire attention à bien les combiner. Je vous ai dit une chose,
où est-ce que je vais mettre le signal de feed-forward dans ma cascade. On a discuté la fois passée, il y a plusieurs manières de le faire, il y en a qu'une qui est bonne. Et les autres choses à faire, c'est, attention, bien tenir compte du fait que je dois tenir compte de ça pour mes transitions manuauto sans choc et mes gestions de saturation. Et on va en reparler juste après. Et donc là, on est en train d'anticiper sur ce vers quoi on veut aller, où on commence à avoir des structures de réglage avec 3, 4, 10 régulateurs, plusieurs régulateurs en feedback pour faire une cascade, plusieurs régulateurs en feed-forward, des régulateurs en override, une voie de limitation. On a déjà commencé à en parler la semaine passée, et c'est là que ça commence à être vraiment marrant, de rajouter plein d'éléments dans la structure de réglage, rajouter des compensations de non-linéarité, etc., etc. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Donc, ça nous servait de petit rappel sur ce qu'est la cascade. Et revenons maintenant sur la remarque sur les modes de réglage dont je vous parlais. Si je m'intéresse à un seul régulateur, vous savez que le problème de transition manuauto sans choc et le problème de gestion de saturation existent déjà. Donc il existe ici de manière simple pour le régulateur esclave. Lui pilote directement le système, donc on est dans un contexte où lui ne regarde que lui. Vous allez comprendre ma remarque après. Ou le régulateur esclave, le inner, l'interne, et bien lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez absolument tenir compte dans ces anti-chocs et dans ces anti-wind-up d'une logique qui gère les moments où vous prenez la vanne de réglage en manuel, la sortie du régulateur en manuel, ou bien quand la vanne de réglage, l'organe de réglage de manière générale, arrive en limitation. Okay. Donc si on remarque, si on présente ça de manière un peu symbolique ici, vous avez le régulateur qui va être pris en mode manuel, et s'il est pris en mode manuel sous l'écran de l'opérateur, il va vous sortir un signal binaire 0,1 manuauto que vous allez pouvoir utiliser pour justement faire le conditionnement du régulateur maître. Il y a autre chose qui va intervenir ici, c'est la possibilité, on en a parlé la première fois qu'on s'est vu, de prendre la consigne de ce régulateur en mode manu ou auto. J'avais dessiné volontairement de manière un peu plus éclatée pour faciliter la compréhension. Mais vous allez retrouver ça ici. J'ai mon régulateur interne, mon PI, mon PID, consigne moins mesure. Et ce qu'on a souvent, c'est la possibilité ici de prendre ce qu'on appelle une station manu auto. Et celle-ci va être entre le maître et l'esclave. On va directement voir à quoi ça sert. Et pour ce je ne dis pas la même chose ici. Station manu auto de gestion de consigne. Donc, vous avez ici le PV du maître, le PV de l'esclave, je prends le même vocabulaire, le externe, le outer, et le inner ici, et vous avez ici les consignes correspondantes, les consignes correspondantes. Donc, ils sont bien clairs sur tout ce qu'on peut faire sur un régulateur. J'ai ici mon régulateur esclave, qui lui va vraiment aller sur la sortie analogique de mon automate pour aller finalement piloter ma vanne. Dans mon exemple de surchauffe. Ça sert à quoi? Manuauto de quoi? De la vanne. Donc ça veut dire que c'est vous qui allez piloter la vanne. C'est l'opérateur qui va piloter la position de la vanne. Si ceci est en mode automatique, ça veut dire que qui calcule la position de la vanne? Pas vous, mais l'esclave. Le régulateur esclave, effectivement. Okay. Ceci, alors, ça sert à quoi? À piloter uniquement l'un ou l'autre. Quoi? À piloter uniquement le... Oui, mais c'est indirect comme réponse. Ça sert à prendre en manuauto quoi comme variable? Ici, on a dit que la variable que l'on prenait en manuel, c'est la consigne de position. La consigne de position de la vanne. Ici, c'est quoi? T1. C'est Température T1. Oui, mais de manière avec mon vocabulaire ici. C'est la consigne de l'esclave. Autrement dit, dans mon exemple là, c'était effectivement la consigne de T1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opérateur ou l'automate, si ça vient d'une séquence, on s'en fout, donne lui-même la consigne à l'esclave. Autrement dit, tout ceci ne sert à rien. D'accord? Tout comme quand vous pilotez la vanne, le régulateur ne sert à rien. Symboliquement, on pourrait dire que quand vous êtes ici en mode manuel, c'est vous qui pilotez de manière manuelle la vanne et mettez par exemple 60% en position de vanne. De la même manière,
si vous êtes ici en train de prendre cet étage-ci en automatique, eh bien, ça veut dire que vous avez la consigne qui est en manuel, la consigne de l'esclave. Et donc ici, dans l'exemple précédent, ça veut dire que j'aurai ma consigne interne, qui est donc la consigne de T1, pour prendre mon exemple précédent, qui va être 500 degrés. C'est l'opérateur ou la séquence, on s'en fout, qui définit. Mais donc, essayez de sentir les problèmes venir. Vous savez déjà que quand je prends ici mon organe de réglage en manuel, à quoi est-ce que je dois faire attention? À préparer un anti-choc pour le régulateur ici, et à m'assurer que lui n'ait pas tendance à essayer de continuer à régler. Pourquoi? Parce que c'est ça la définition du wind-up, de l'envol de l'intégrale. C'est si le régulateur ici n'est pas au courant que vous êtes en manuel derrière, ou bien que lui arrive à ses saturations supérieures, et que lui continue à essayer de régler, et bien là, vous êtes dans les problèmes. Eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir exactement la même chose si vous prenez la consigne de l'esclave en manuel, plus que la séquence, une séquence automatique prend la consigne de l'esclave en manuel, on doit faire attention à exactement la même chose. S'arranger pour que ce régulateur-ci soit bien conditionné, soit bien géré pour éviter les problèmes de choc. Quand on repassera en mode automatique. Typiquement ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'arranger ici pour conditionner le régulateur pour qu'il ait quelle valeur ici en permanence et que je puisse repasser en mode automatique sans choc. Dans mon exemple numérique, c'est les 500. Si l'opérateur prend la consigne de température de l'esclave en manuel et qu'il demande 500 degrés, ce régulateur-là fonctionne en mode automatique, il pilote la vanne. Ce régulateur-ci ne fonctionne pas en mode automatique parce qu'on lui a coupé sa chic en aval. Eh bien, je vais devoir m'arranger ici pour avoir 500. Mais en fait, ce qu'on fait de manière générale, c'est qu'on prend la valeur qui est ici, qui est toujours correcte, que je sois en manu ou en auto, et on vient la réinjecter ici comme anti-choc. Même chose, celle-ci, vous l'aviez prise ici, on l'a réinjectée ici comme valeur d'anti-choc, ou des fois on parle de valeur de tracking. Anti-choc, tracking. Et celle-ci, elle sert à quoi? Même chose, elle peut être en manu ou en auto. Alors, est-ce qu'on parle de manu ou auto? Des fois, on parle de consigne interne ou externe. Interne ou externe, c'est le vocabulaire que vous avez ici. Et donc, ça permet de dire que soit l'opérateur prend la consigne externe en manuel, qui dans mon exemple précédent était la consigne sur T2, soit elle vient d'où? Donc, dans mon exemple précédent, elle venait soit de l'opérateur, soit du régulateur maître. Ici, elle peut venir soit de l'opérateur, soit de quoi? Qu'est-ce que je peux avoir ici en amont? Un autre maître ou une consigne calculée. Une consigne calculée parce que l'exemple que je vous avais déjà donné, c'est ma température doit être 20 degrés au-dessus de la surchauffe. La surchauffe, elle dépend de la pression. Donc ici, en amont, j'ai une mesure de pression. J'ai un calcul de température de saturation. J'y rajoute 20 degrés de réserve et ça devient ma consigne. Et donc là, l'opérateur peut dire, je prends ma consigne en manuel ou ma consigne calculée, ma consigne externe. Donc pour les consignes, j'utilise ici le vocabulaire manu-auto pour faire quelque chose de comparable à ce que vous connaissez avec la vanne. C'est un vocabulaire tout à fait correct pour les consignes, mais on parlera aussi de consignes internes ou externes. Interne, c'est l'opérateur qui la donne. Externe, elle vient d'une autre boucle en amont, jusqu'à ce que finalement la consigne ici devienne soit c'est constante, soit elle est calculée par autre chose. Okay. Et donc ça, ce sont les choses auxquelles il faut faire attention. Et donc typiquement, comment est-ce qu'on va devoir gérer ça? Eh bien, l'anti-choc ici, quand est-ce qu'il va s'activer? Quand est-ce que vous devez ici activer l'anti-choc? Quand ceci est en mode manuel, et donc il faut absolument que j'ai ici un signal binaire qui dise « Hey, fais gaffe, je suis passé en manuel ». Donc on vient ramener ici en amont, le statut manu-auto de la station qui est en aval, pour que l'élément qui est en amont sache qu'il n'est pas suivi par le reste de la structure de réglage, qu'il n'est donc pas en train de travailler, qu'il doit juste se préparer à travailler, qu'il doit préparer son anti-choc. Et donc, tous les éléments doivent à chaque fois être conscients de ce qu'il y a juste en aval d'eux pour pouvoir se mettre en anti-choc. Donc ici, c'est assez simple, c'est ce que vous connaissez déjà.
si le régulateur ici est en mode manuel, autrement dit, si ma vanne est en mode manuel, eh bien, le régulateur doit se mettre en anti-choc. Qu'est-ce que vous pourriez dire ici alors pour celui-ci? Celui-ci doit se mettre en anti-choc. De quelle valeur analogique? Ça, on l'a déjà dit. C'est la valeur manuelle, parce que c'est toujours correct. Il y a une autre solution, je vais y revenir après. Quelle est l'autre information qu'on a besoin? Quand est-ce que celui-ci doit se mettre en anti-choc? Quand les deux sont en manuel. Exactement. Quand soit celui-ci est en interne, parce qu'effectivement, alors celui-là ne suit pas, soit quand celui-ci est en manuel. Okay. Et donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on fait une logique en cascade. Et c'est comme ça qu'on programme proprement pour essayer d'éviter des merdes. On dit que celui-là est en manu quand celui-là est en manu. Et donc, on vient ramener ici un signal qui vient dire « et toi, tu dois te mettre en manu ». Et qu'est-ce qu'on fait? On vient dire que celui-ci, il va sortir, tout comme celui-là sort le fait qu'il est en manu. Celui-ci va sortir le fait qu'il est en manu ou en auto. Et qu'est-ce que je vais aller faire avec ça? Je vais aller le redire à l'étage du dessus. Et je suis en manu auto. Et lui va venir dire « je suis en manu ou en auto ». C'est ça qui va revenir ici pour revenir celui-ci. Et on a comme ça une structure en cascade pour lequel l'idée, c'est tout simplement que si un des éléments ne suit pas ce qu'il y a en amont, tout ce qui est en amont doit se mettre en tracking. Et donc, c'est pour ça qu'on fait comme ça une chaîne, de manière à s'assurer que dès qu'il y en a un élément qui est en manuel, eh bien, il fait sauter en manu, et donc en tracking, en suiveur, tout ce qu'il y a en amont de lui-même. C'est comme ça qu'il faut absolument le programmer. Ce qu'on trouve des fois, c'est des trucs dégueulasses, où celui-ci, on lui met une logique pour lequel il va se mettre en manu si soit celui-là est en manu, soit celui-là est en manu, soit celui-là est en manu. Mais c'est con, parce que normalement, celui-là est en manu fort, celui-là est en manu, celui-là fort celui-là, celui-là fort celui-là. Et donc, si on fait un truc comme ça en cascade, il suffit simplement d'aller rechercher le statut manu auto de celui qui est juste en aval de vous, vu que lui-même est déjà conscient de ce qui se passe en aval de lui. Et donc, vous avez comme ça une logique en cascade. Et donc, c'est pour ça que la plupart des éléments, des blocs que vous allez utiliser dans vos régulations sont déjà prévus pour être bien conditionnés comme ça. Vous allez leur donner un signal manu auto ou tracking, on verra la nuance dont on a déjà commencé à discuter, et ils vont ressortir un statut manu auto. Et c'est vraiment cette idée-là de pouvoir travailler comme ça en chaîne et d'avoir quelque chose de très propre pour lequel il y a des conséquences directes en chaîne. Oui. C'est-à-dire que si on a une très grande chaîne, juste on peut, avec un élément, décider si toute la chaîne est en manu. Et grâce à ça, en prenant n'importe quel élément en manu, tous ceux qui sont en amont passeront en manu. Autrement dit, ils sont prêts à repartir sans choc. Si ce n'est pas bien fait, c'est la cata. Parce qu'on repasse en mode automatique et toute l'installation se casse la gueule parce que le régulateur avait été s'envoler à 0 ou à 100%. Et ben, ça ne passe jamais. Hein. Ça finit toujours par déclencher l'installation, faire de la casse, etc. etc. Donc, ayez bien en tête cette logique de chaîne pour lequel on va tout simplement aller redire en amont, je te suis pas, je te suis pas, je te suis pas, je te suis pas. Et donc, il ne faut pas aller rechercher des informations, 10 éléments en aval, il faut juste aller rechercher l'information, un élément en aval, vu qu'elle a déjà l'information de son aval, de son aval, de son aval. Et en faisant une logique comme ça en chaîne, vous avez un truc très propre à programmer, très facile à comprendre. Et voilà. C'est ce qu'on appelle faire des interlocks. Ce sont ces gestions de mode, manu auto, anti-choc, etc. Donc l'idée, c'est tout simplement, c'est toujours la même chose. Hein. Si je suis un élément de réglage et que le bloc en aval ne me suit pas, je dois absolument arrêter de régler. De toute façon, ça n'a aucun sens parce qu'on ne me suit pas en aval. Et donc, je me prépare pour repasser en auto sans choc. Ça, c'est ce dont on vient de parler. Petit exemple ici que je vais placer gagner. Et il arrive, il veut faire un système avec donc, ça conclut ce qu'on devait dire sur les cascades. On vient bien de rappeler les avantages de la cascade et les conditions pour l'implémenter. Et la manière dont on peut absolument les gérer, c'est fondamental. Alors, il y a un autre élément, je vais quand même parler d'un autre élément avant, pour être complet dans ces gestions de saturation. Quelle est la grosse différence entre la gestion de saturation, donc je ne parle plus des anti-chocs ici,
Donc, les changements de mode, je parle des gestions de saturation. Quelle est la grosse différence entre la gestion de saturation de ce régulateur-là et la gestion de saturation de ce régulateur-là? Quelle est l'énorme différence? Il y en a un pour lequel le problème est trivial, est facile, est bête, vous l'avez déjà résolu. L'autre, ben, c'est un peu plus indirect, c'est le cas de vie. Exactement. Donc ça, c'est un truc qui est fondamental. La gestion des saturations de ce régulateur-là, donc le fait que lui, eh bien, il doit arrêter d'augmenter quand il arrive à 100% parce que c'est sa limite supérieure, et le fait qu'il doit arrêter de descendre quand il arrive à 0% parce que c'est sa limite inférieure, ça c'est facile. Vous avez déjà discuté de ça un petit peu au cours, au laboratoire de régulation. Il y a plusieurs manières de faire ça. C'est le conditionnement en anti-wind-up du régulateur. C'est simple parce que lui, l'information sur les valeurs pour lesquelles je dois limiter haut et bas, eh bien, je peux directement les utiliser ici dedans. Pourquoi est-ce que c'est plus compliqué pour celui-ci? Compte tenu de ton raisonnement qui est tout à fait correct. Lui, quand est-ce que je dois lui dire d'arrêter? À quelle valeur? Ben, il n'y a pas vraiment de valeur pour laquelle je dois arrêter. On doit lui dire d'arrêter. Il n'y a pas vraiment de valeur qui correspond à sa sortie. Regardez ici, je suis en température. Je ne suis pas en pourcentage de vanne. Et donc, quand on est en cascade, on doit absolument prévoir, et ça, on ne va pas tellement en parler ici, on doit absolument prévoir, encore une fois, de ramener une information du régulateur SCAR qui lui dit qu'il est arrivé au maximum de sa sortie ou au minimum de sa sortie. Cette information doit revenir ici pour que ce régulateur soit conditionné et arrête de continuer à monter. Donc, il y a une grosse différence entre les deux. Quand vous avez un régulateur tout seul ou bien un esclave, ça revient au même. La gestion de son anti-wind-up est directe parce que vous connaissez des valeurs numériques supérieures et inférieures pour lesquelles vous pouvez gérer la sortie de ce régulateur. Ce n'est pas vrai pour les esclaves parce que la vraie limite du process, c'est la limite de l'organe de réglage et donc ce n'est pas la sortie de ce régulateur-ci. Donc lui doit être conditionné en tenant compte de l'information, encore une fois, que l'autre va lui donner. Donc c'est fondamental de bien tenir compte de ça. Autre remarque, vous pouvez avoir d'autres limitations de ce régulateur-là. Et c'est typiquement le cas ici, dans mon exemple que j'ai plus maintenant. On va passer au feed-forward après. Mais je suis encore ici dans mon dernier exemple de cascade avec ma désurchauffe. Qu'est-ce qui va se passer? Ici, rappelez-vous, T1, c'est la température à l'entrée de mon surchauffeur. Et l'objectif de ma régulation ici, c'est de contrôler la température en sortie du surchauffeur. Mais qu'est-ce qui risquerait de se passer si la température en sortie de mon surchauffeur, donc T2, devient trop grande? Que va faire ma régulation ici? Elle va injecter de l'eau. S'envoler. Quoi? Elle peut s'envoler. Pas encore. Elle va injecter un maximum d'eau. Alors, mettons de côté le problème évident qui est l'arrivée à 100% de ma vanne de régulation. Il y a un autre problème qui risque d'arriver. Qu'est-ce qui risque d'arriver si pour désurchauffer T2, je dois mettre beaucoup d'eau? Qu'est-ce qui risque de se passer? T1 commence à être trop froid. Et donc là, vous pourriez avoir que la vapeur désurchauffée, donc après l'injection d'eau, n'est plus assez surchauffée. Et c'est quoi le risque si vous n'êtes plus assez surchauffé? Apparition d'eau. On commence à avoir de l'eau en suspension, elle n'est plus en vapeur, elle redevient en eau, donc gouttes d'eau, en exagérant un petit peu. Et ces gouttes d'eau, lorsqu'elles vont passer dans le surchauffeur qui est un serpentin, eh bien, elles vont commencer à tout péter, tout éroder. Et le pire, c'est si on a vraiment trop, vous avez encore des gouttes d'eau en sortie du surchauffeur, si elles arrivent sur la turbine, on fait souvent une analogie qui dit que s'il y a une goutte d'eau qui arrive dans la turbine à vapeur, vu la vitesse à laquelle ça va, c'est comme tirer une balle dans une ailette de la turbine à vapeur. Autrement dit, il faut absolument éviter ça. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter un élément dans notre structure de réglage, qui n'est pas vraiment un régulateur, mais qui va être un élément de limitation. Et donc voilà l'erreur à ne surtout pas faire. Je vous l'ai dit parce que je l'ai encore vu appliqué dans une centrale électrique il y a 1 an, et c'est une toute petite connerie qui a des conséquences catastrophiques. Il suffit de dire que la valeur calculée, la valeur de consigne calculée par le régulateur maître, eh bien, elle va être limitée par un calcul qui va être en fonction de la pression. Je vais calculer la température de saturation. Je vais rajouter ici, comme j'en ai discuté tout à l'heure, une petite garde de par exemple 5 degrés. Et ça va devenir la température minimum à laquelle je peux travailler.
Donc si jamais mon régulateur demande une consigne de température d'entrée, donc T1, inférieure à ça, je ne vais pas l'autoriser. Donc je vais prendre la plus grande des deux. Ça, c'est déjà une erreur courante qu'on trouve, mais on s'en rend vite compte. Si ceci est une limite de température d'entrée minimum, vous devez bien mettre un bloc max pour qu'elle serve de limitation inférieure. Ça, c'est pas ça dont je voulais parler. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous avez ça? Et ça se rencontre encore aujourd'hui, c'est honteux comme erreur, mais ça se voit encore. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Le régulateur ici n'est pas au courant de la limitation et il part en wind-up, il part en enrug. Et donc, ça arrive encore. J'ai retrouvé ça il y a encore quelques mois. Une limitation qui m'était foutue comme ça derrière. Le régulateur ici était en wind-up. Il était en train de demander 2000 degrés, alors que d'habitude il travaille dans les 500-600 degrés, parce qu'il était complètement parti en wind-up, parce qu'il n'avait pas perdu ça. Et c'est quoi le problème? C'est comme le wind-up classique que vous connaissez sur un régulateur. Ça ne va rien casser à ce moment-là. Ça ne va rien casser. C'est après que ça va tout casser. Pourquoi? C'est quoi le problème d'envol de l'intégrale, le wind-up? C'est quand vous avez besoin du régulateur plus tard, il va mettre énormément de temps à revenir actif parce qu'il est complètement parti hors de sa zone de travail. Il est dans un cas simple, quand vous avez du wind-up de ceci, il est en train d'essayer d'ouvrir la vanne à 2000%, alors qu'évidemment, elle ne va pas s'ouvrir à plus de 100%. Et quand il faut fermer la vanne, parce que dans mon exemple ici, la température T2 devient trop froide, donc je dois arrêter de surchauffer, mon régulateur ici qui est à 2000%, il va commencer à se fermer, mais comme il est à 2000%, il va passer de 2000 à 1999, 1998, ça va mettre 2, 3, 10 minutes, 20 minutes pour enfin que ce régulateur arrive sous les 100%, et c'est seulement là qu'il va commencer à fermer la vanne. C'est ça le problème d'envol de l'intégrale. C'est très facile à comprendre sur un régulateur simple. Ici, il y a exactement la même chose. Le régulateur ici n'est pas au courant que derrière lui, on le limite. Du coup, il continue à monter, ou à descendre, ça dépend dans un sens ou dans l'autre. Et quand on a besoin de revenir dans l'autre sens, il est tellement dans les choux qu'il met des plombes avant de revenir actif, de revenir sous, dans ce cas-ci, sur, là, au-dessus de la limite. Et donc, ça se voit encore, c'est absolument horrible. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? Eh bien, tenir compte de cette limitation dans l'organe de réglage. Et donc, typiquement, les régulateurs sont déjà bien faits pour gérer ça. Et donc, ce qu'il faut, c'est absolument pas intégrer ceci comme étant un élément externe au régulateur. Il faut tout simplement insérer ceci comme étant une limite basse de la sortie du régulateur. Tout comme ce régulateur-ci a une limite basse pour lequel on lui dit ne descend pas en dessous de 0%, et il ne va pas aller s'emballer sous les 0%. Dans cet exemple-ci, la température minimum doit bien être vue par le régulateur et surtout pas être un élément externe non coordonné avec le régulateur, parce que le fait que ce ne soit pas coordonné fait que celui-ci s'envole. D'accord? Donc ça fait partie aussi des conditionnements des régulateurs esclaves. Absolument ramener le fait que le régulateur final, autrement dit l'actionneur, est arrivé en butée et des limites propres qui peuvent être dues à des limites process, comme cet exemple-ci, qui sont mis derrière le régulateur. L'autre chose dont on doit aussi, à laquelle on doit aussi prêter attention, qu'est-ce qui pourrait venir derrière ce régulateur? C'est ton exemple de tout à l'heure. Qu'est-ce qui pourrait venir derrière ce régulateur? Un feed-forward. Et donc, je vais dessiner parce que c'est un peu dégueulasse, mais on va avoir à peu près le même genre de scénario possible. Et de nouveau, ça se trouve. Donc, si tu vois bien, vous ne ferez jamais cette erreur. C'est une erreur absolument horrible, surtout que c'est très bon à résoudre. Ce qu'on trouve encore, c'est des fois la chose suivante. Mon régulateur maître. J'aime bien mon régulateur maître. J'ai un feed-forward, on va y arriver après, qui arrive. On a justifié la fois passée le fait qu'il venait bien à se mettre là, et surtout pas ici, et surtout pas ici. Et j'ai mon régulateur esclave. Si je veux gérer ici, que ce soit d'ailleurs pour une structure en esclave ou pas, les limitations physiques que je vais avoir, si j'ai une limitation par exemple sur la température minimum, comme je le disais ici, la température minimum dont je venais parler, elle doit bien ici être sur la somme du feedback plus le feed forward.
ce qu'on retrouve des fois, c'est que la limitation n'est pas mise ici, mais qu'elle est mise directement sur le régulateur. C'est vraiment complètement con. Vous limitez la sortie du régulateur, mais derrière, vous avez quelque chose qui peut passer plus bas. Donc, ceci, évidemment ridicule. C'est pour ça que dans la plupart des automates, ou si ce n'est pas fait spontanément, vous devez le faire vous-même, le bloc régulateur est en général directement prévu avec une entrée feed-forward, de manière à pouvoir lui-même gérer les limitations de la somme des deux effets, feedback plus feed-forward. C'est vrai pour la gestion de saturation, comme je le dis ici, et c'est vrai pour l'anti-choc également. Et tant qu'on est dans cette discussion-ci, souvent, le régulateur inclut également le comparateur, et donc il a comme entrée consigne, comme entrée mesure, comme sortie le NV, et comme paramètre les limitations inférieures, les limitations supérieures, le manu auto qui revient des éléments aval, etc. Et évidemment, même chose ici, si vous avez un feed-forward sur celui-ci, même combat, hein, vous avez évidemment que le 0,100% de votre van, il est valable ici et pas ici. Hein. Si vous faites ça, vous êtes à tous les coups sûrs que votre régulateur s'emballerait, hein, s'envolerait, vu que lui ne serait pas conscient que la vanne est arrivée réellement en butée. Parce que la vanne, elle voit la somme des deux effets, feedback et feed-forward. Oui. Donc, ce que vous dites là, c'est valable que si on a un feed-forward sur la vanne. Si on ne l'avait pas, on devrait mettre les upper limit et lower limit. Bien sûr, oui. C'est tout à fait spécifique à ça. Donc faites bien attention, dès qu'on a plusieurs éléments dans une structure de réglage, il faut bien repenser le conditionnement des régulateurs. D'accord? Remarque qui était valable pour le manu auto du maître, remarque qui est valable pour la gestion de saturation du maître, et même sans maître, c'est déjà valable pour simplement un feed-forward plus un feedback, bien intégrer le fait que c'est la somme des deux qui est la limitation, qui correspond à la limitation physique de l'organe de réglage, et donc les limitations qui doivent gérer l'anti-wind-up doivent bien tenir compte du fait que vous avez un feed-forward. Ce qui confirme bien le fait qu'on avait déjà parlé du feed-forward dans beaucoup d'exemples. Revenons là-dessus maintenant de manière un peu plus structurée, et tout comme on l'a fait pour la cascade, si vous deviez donner les avantages et les inconvénients du feed-forward, ce serait quoi? L'avantage, l'idée principale du feed-forward, c'est quoi? Réagir à une perturbation avant qu'elle ne se ressente sur la sortie. C'est vraiment ça l'idée à utiliser, sachant que la raison pour laquelle on doit faire ça, si on vous demande de justifier, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui n'aurait pas eu la chance d'avoir une bonne formation comme vous et qui dirait, mais non, si tu veux aller plus vite, il suffit d'accélérer le régulateur. Qu'est-ce que vous lui diriez? Mais non, c'est toi le con. Accélérer le régulateur, je ne peux pas, parce que j'ai une limite qui vient de la dynamique de mon système, qui fait que je ne peux pas aller plus vite en boucle fermée, sinon je vais aller vers l'instabilité. Donc c'est à cause de cette limite qui nous empêche d'aller plus vite en réjection de perturbation sur un feedback que l'on doit aller vers la solution feed-forward. Est-ce que le feed-forward, lui, a un risque de vous amener vers l'instabilité si vous l'allez trop vite? Est-ce que le feed-forward, lui, risque de vous amener vers l'instabilité si vous allez trop vite? C'est des questions de jury de maturité. Non, parce que c'est une perturbation aussi. Non, c'est pas ça la réponse. La réponse est bonne, c'est non. Si elle n'est pas bien justifiée, elle vaut rien. C'est exactement comme te dire sur Tinder, je choisis, et puis finalement tu te retrouves en face, et tu te dis, merde, c'était pas la bonne photo. Non, mais quoi? Pourquoi est-ce qu'un feed-forward, je fais des analogies qui s'adaptent à donc pourquoi est-ce qu'un feed-forward n'a aucun risque effectivement de vous amener en instabilité? Pas parce que, je sais plus ce que tu as dit, je sais plus si non plus, mais c'est bien, oublie-le. Directement après le Parce que vous n'avez pas de boucle fermée. Le problème qu'on évoque en disant que le feedback devient instable si vous poussez la dynamique du régulateur, c'est à cause de la boucle fermée. Point barre. Du coup, quand vous êtes en feed-forward, il n'y a pas de boucle fermée. C'est la définition d'un feed-forward, d'une boucle ouverte. Donc le fait que vous soyez en boucle ouverte, il n'y a aucun risque d'instabilité. Petite remarque, mais je vous la donne parce que ça sort souvent en jury de maturité aussi. Je crois qu'on en a déjà parlé la première fois qu'on s'est vu.
Si vous trompez de signe sur un régulateur en feed-forward, ça a quoi comme conséquence? Si vous trompez de signe sur un régulateur en feedback, ça a quoi comme conséquence? Dans le gain, j'ai dit. Tu m'as dit dans le gain? Ah pardon. Si vous trompez de signe dans le gain de régulateur en feedback, ça a quoi comme conséquence? Si vous trompez de signe dans le gain d'un régulateur en feed-forward, ça a quoi comme conséquence? Donc, ça va diminuer l'effet de perturbation. Donc, Instabilité. Ça va stabiliser la fausse perturbation. était en doute. Et en. Non, du coup, c'est le feed-forward et après feedback. On va qui va sauvegarder. Tu m'as lancé une flèche dans le cœur, mais un truc. Ça, je n'oublierai jamais. Même pas la peine de lire un examen. Donc, je dis le proprement. Le feed-forward, on va juste. Je commence par le feedback. Le feedback, ben, on va à chaque fois amplifier l'erreur parce que ça va être de garantir parce que On veut corriger dans un sens, mais en fait, on va deux dans le mauvais sens. On empire les choses. Pour mettre son pire, on veut corriger encore plus dans ce sens-là, on va encore plus dans l'autre sens. C'est la définition de l'exponentielle. Donc, pour le feedback, c'est d'office instable. L'autre en feed-forward maintenant. ça va juste empirer les perturbations. Au lieu de compenser la perturbation, parce qu'on va le rappeler ici, l'idée du feed-forward, c'est de créer un signal qui va s'opposer à la perturbation. Mais vous créez un signal qui va dans le même sens que la perturbation, et donc vous doublez la perturbation. C'est très con, mais c'est pas la cata. Alors que si vous trompez de signe dans un feedback, c'est la cata. Partir en instabilité, vous ne pouvez pas faire pire en régulation. Donc il y a deux conséquences tout à fait différentes. Et encore une fois, c'est parce que l'un est dans une boucle fermée et pas l'autre. C'est ça qui explique la différence de conséquences entre se tromper dans le signe du gain d'un feed-forward ou se tromper dans le signe du gain d'un feedback. Dans mon exemple de cascade ici, est-ce que vous pouvez me donner le signe des gains des deux régulateurs? Les signes des gains des deux régulateurs. Ah merde, donnez-moi un peu le signe des gains du régulateur esclave et du régulateur maître. Il y a des signes des gains des deux régulateurs. Bah, le maître, c'est un plus d'office. Pourquoi? Parce que bah, justement, on ne va pas amplifier cette erreur. C'est-à-dire que si on doit. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Le signe du régulateur, il dépend de quoi? Le signe du gain du régulateur dépend de quoi? Du gain du process. C'est tout. Donc ça n'a rien avec le fait de vouloir amplifier ou pas la perturbation. Le signe du gain du régulateur dépend du process. Le gain du process rapide ou esclave, qu'est-ce que vous pouvez dire, positif ou négatif? Je suis dans votre tête, le gain du process esclave, je le trouverai en faisant une petite variation sur l'entrée de ce process et en regardant la sortie. Autrement dit, si j'ouvre légèrement ma vanne de désurchauffe, je regarde l'effet que ça va avoir sur T1. J'augmente ma désurchauffe, T1 diminue. Donc delta T1 sur delta position de vanne est négatif. Donc le gain de mon process esclave est négatif. Le gain de mon régulateur esclave sera donc, ne vous trompez pas s'il vous plaît, Négatif. t'as dit positif. T'as finissé par tif. Donc t'as dit positif. Exactement. Le produit des deux gains doit être positif. Autrement dit, le gain du régulateur a le même signe que le gain du process. C'est tout à fait logique, sinon vous partez dans le mauvais sens. Donc, le gain du régulateur esclave sera négatif. Le gain du régulateur maître sera comment? Positif. Il faut se poser la même question. Quel est le gain de mon process maître? Quelle est l'entrée de mon process maître? Quelle est la sortie de mon process maître? L'entrée de mon process maître, c'est quoi? C'est quoi? C'est la consigne de température d'entrée, T1. Et donc, si j'augmente ma consigne de température T1, que va faire T1? Bah, augmenter, évidemment. Et donc, que va faire T2? Augmenter. Donc, le gain de mon process maître. Mais remarquez bien que dans mon process maître, j'ai quoi?
j'ai mon régulateur esclave. Hein. Parce que le régulateur maître, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il pilote lui? Il sort la consigne de l'esclave, et donc ça va dans l'esclave, qui pilote la vanne, qui va influencer T1, qui va influencer T2, et donc qui revient vers le régulateur maître. Donc quel est le process vu par le régulateur maître? C'est le régulateur esclave avec le process esclave, avec le process maître. Mettez-vous toujours à la place du régulateur. Si on se demande ce que voit le régulateur maître, ben, ce qu'il sort, c'est ça. Ce qu'il revoit retourner en PV, c'est ça. Ben, c'est entre les deux le process que lui voit. C'est clair pour tout le monde que le régulateur maître voit comme process piloté derrière lui le régulateur esclave, le process esclave et le process maître. Donc lui sera bien positif dans notre exemple. Donc le gain du régulateur maître sera négatif. Positif, effectivement, sinon c'est la cata. D'un automate à l'autre, d'un système de contrôle, on appelle ça DCS quand c'est des trucs un peu plus complets que les automates. D'un système de contrôle à l'autre, vous allez pouvoir régler le gain des régulateurs de 3 manières différentes. Alors, je vais même en mettre un 4e pour les vieux petits automates en boîtier indépendant. Soit vous changez vraiment le signe et vous mettez gain égale moins 3,9, vous mettez le moins dans le signe du gain de régulateur. Soit vous devez aller cocher une case dans votre régulateur qui dit reverse ou direct. C'est l'un ou l'autre, faites pas les deux, sinon ça se compense. Soit vous pouvez encore, ça se fait, c'est des fois un peu dangereux, simplement quand le comparateur plus-moins n'est pas dans le régulateur, on inverse simplement la patte du moins et la patte du plus. On met la consigne sur le moins, la mesure sur le plus. Vous suivez? Ça, c'est une autre manière de changer le gain. Et alors, si vous devez encore travailler sur les vieux petits bâtards, ça existe encore, on a ça encore souvent sur des régulateurs de température, sur des petits fours, des trucs comme ça, des petits modules indépendants. Là, vous avez des petits jumpers pour lesquels vous allez changer le jumper. Et le jumper numéro 4, vous le passez à 0 si le gain du régulateur est négatif. Vous voyez ce que c'est, des petits jumpers, des petits hein? Les autres, vous tapez jumper, et vous enlevez tous les parachutes, etc. C'est des petits interrupteurs qui servent à faire des réglages sur des machines. Et tous ces trucs, vous allez pousser au plus souvent. Vous en avez une série de 5, 6, et ça permet de paramétrer une machine sans devoir vous connecter dessus et aller changer les paramètres. Donc, importance du gain, du régulateur, etc. Ce qui nous amène là où on était, c'est-à-dire en train de parler des avantages et inconvénients d'une feed-forward. Et donc, qu'est-ce qu'on en a dit? L'objectif, c'est d'étayer, de tuer la perturbation avant qu'elle se voit sur la sortie. On en a cité comme autre avantage. Qu'est-ce qu'on en a cité comme autre avantage? Quoi? Oui, mais voilà, c'est ça. Ça ne peut pas créer l'instabilité, même si vous vous trompez de signe. C'est pas la cata, c'est nul, mais c'est pas la cata. Et quel est l'inconvénient de la feed-forward? On doit connaître les mesures des perturbations. Quoi? On doit connaître les mesures des perturbations. On doit avoir une mesure de perturbation, c'est vrai. Et quel est l'autre inconvénient du feed-forward? Chose dont on a déjà parlé de la bonne régulation. Quel fait de la bonne régule avec moi l'année passée? Ah ben voilà, c'est pour ça que vous faites. La dynamique de perturbation et la dynamique du système. Les deux, pour pouvoir bien calculer la fonction de transfert du feed-forward que vous connaissez, qui est moins la dynamique de perturbation divisée par la dynamique du système. Alors on va voir que des fois, et on en a déjà parlé il y a une semaine, des fois on n'a même pas besoin, on oublie la dynamique du système et on dit qu'on fait des feed-forward statiques parce que ça améliore déjà beaucoup les choses. Et alors on n'a pas besoin de la dynamique du système, on a quand même besoin de la connaissance statique du système. Donc dans les avantages et inconvénients, vous avez ici deux petits slides qui résument bien les avantages et inconvénients du feedback pour celui-ci et du feed-forward pour les autres. Donc on en a déjà cité les principales choses. Le feedback, qu'est-ce qu'on peut lui rajouter comme gros avantage? C'est que lui, il est facile à mettre en œuvre parce qu'il n'a pas spécialement besoin de la connaissance de la fonction de transfert du système. Parce qu'en ayant un peu d'expérience, le PID est tellement intuitif que vous pouvez le faire un peu trop lent, un peu trop rapide, ce que vous avez fait en séance numéro 2 au laboratoire de régulation l'année passée. Donc il est assez facile à mettre en œuvre et à entretenir. Le
gros avantage aussi, c'est qu'il est souvent assez robuste. Il y a de bonnes marges de gain et de bonnes marges de phase. Ce qui veut dire que ben, si le système change, plus une linéarité ou une évolution dans le temps, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. Autre avantage aussi, ben, c'est que lui s'occupe de la réjection de perturbations, même des perturbations qui ne sont pas mesurées, autrement dit celles pour lesquelles on n'a pas implémenté un feed forward dans la structure de régulation. Bla 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 bla, on en a parlé, on en a parlé, on en a parlé. Petite remarque quand même, l'objectif d'un feed forward, c'est pas toujours de faire un contrôle parfait, autrement dit de réagir parfaitement contre la perturbation. Qu'est-ce que vous pourriez citer comme raison de ne pas essayer de complètement, parfaitement, instantanément compenser l'effet d'une perturbation? Ça pourrait être quoi l'inconvénient? Oui, donc l'inconvénient c'est l'action. Donc il faut être conscient du fait que si vous avez une perturbation qui arrive brusquement sur votre système et que vous voulez parfaitement ne pas la voir influencer la sortie de votre système, le feed forward va être très agressif sur votre organe de réglage. Alors soit votre organe de réglage n'est pas capable de le faire parce qu'il y a une certaine dynamique propre, l'ouverture de la vanne qui ne se fait pas instantanément, et même s'il le fait, des fois on n'aime pas, parce que quel est l'inconvénient d'être brusque sur l'organe de réglage? Et je ne parle pas ici de son vieillissement personnel. Quel est l'inconvénient qu'on risque d'avoir si on est brusque sur l'organe de réglage? Quoi? Non, c'est son problème. Autre chose? Quoi? Ouais, mais ensuite, tu veux dire quoi? Donc, quand on est dans un système réel, on est rarement dans un système avec une entrée, une sortie, on est dans un contexte multivariable. Et effectivement, réagir vite contre une perturbation, ça peut être intéressant pour la variable que vous essayez de contrôler, mais ça va fortement, fortement perturber les autres. Reprenez mon exemple de collecteur commun d'eau. Si vous avez là-dessus des régulations, et elles sont toutes avec des feed-forward, elles vont à chaque fois brusquement venir chercher de l'eau dès qu'il y a une perturbation, ça va perturber toutes les autres, donc ça va changer la pression du collecteur, et ça va pourrir la vie de toutes les autres régulations. Donc, le plus facile pour calculer un feed-forward, c'est de faire l'hypothèse que l'on veut parfaitement compenser la perturbation, parce qu'on arrive à la relation que vous connaissez quand vous tenez compte de la dynamique qui est moins dynamique de perturbation sur dynamique du système. Ça, c'est le plus facile théoriquement. Ce qu'on fait souvent en pratique, c'est qu'on fait ça, et puis on ralentit un peu le bazar, en mode, oui d'accord, j'ai réagi vite contre cette perturbation-là, mais je fous tellement le bordel sur les autres variables que je déstabilise toute mon usine, toute ma machine, tout mon système à régler. Et l'autre remarque, on vient dessus ici sur la dernière phase, mais encore une fois, vous avez plutôt développé ça au cours de troisième et dans le laboratoire de régulation en séance numéro 4. J'ai appris énormément dans ce laboratoire de régulation. Ce sont les conditions de réalisabilité de votre feed forward. On va y revenir ici, vous connaissez déjà ça. Quelles sont les conditions de réalisabilité de la fonction de transfert feed forward, moins dynamique de perturbation sur le dynamique du système. Quoi? Les conditions de réalisabilité, c'est pas ça. Ça, c'est les conditions d'implémentation, d'accord, on en a déjà parlé. Réalisabilité, on fait allusion au fait que la fonction de transfert doit être réaliste. Que vous n'ayez pas, par exemple, quelque chose d'anticausal. Rien à voir avec Trust. Non, ça, c'est... Il y a 20 ans, elle marchait bien, ça. Rien à voir avec le fait d'avoir quelque chose d'anticausal. Non, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir quelque chose d'anticausal. Ça veut dire quoi, anticausal? Quelque chose qui a... Autrement dit, faisons le lien avec la question. Autrement dit, faisons le lien avec la question. Quelles sont les conditions de réalisabilité pour que ma fonction de transfert en feed-forward soit causale? Je dois voir que le temps mort de mon process doit être plus que le temps mort de ma perturbation. Calculez pas intuitivement qu'est-ce que je dois avoir pour arriver à temps sur l'organe de réglage. De toute façon, je dois passer par mon process. Il faut que mon process soit plus rapide et un temps mort plus petit que le temps mort de la perturbation. C'est logique, et mathématiquement vous le confirmez. Si ce n'est pas le cas, vous aurez un temps mort de votre feed-forward négatif, autrement dit, anticausal, pas causal. Ça, c'est pour la partie temps mort. Pour la partie ordre, qu'est-ce que vous devez avoir? Degré. Il est plus petit que
Il faut vous assurer que Plus petit que le celui degré process. du numérateur soit plus petit ou égal que le degré du dénominateur. Et donc, ça dépendra du nombre de pôles et de zéros des deux fonctions de transfert. Dynamique de perturbation, dynamique de la fonction de transfert. Mais il faut que ça soit tel que l'ordre du dessus soit inférieur ou égal à l'ordre du dessous. Oui. Qu'est-ce qui se passe si on commence à faire des estimations d'ordre avec, comme ce qu'on a vu au cours dernier? Des approximations, ben, c'est souvent ce qu'on va faire. Si vous avez un feed-forward où la fonction de transfert est connue mais est d'ordre 20, et le process a une fonction de transfert connue mais est d'ordre 20, on va les réduire. Et l'avantage, si on les réduit, c'est qu'on peut imposer l'ordre. Et donc là, tu peux imposer, typiquement, que l'ordre de l'un soit égal à l'ordre de l'autre. Et grâce à ça, en ayant l'un sur l'autre, vous êtes sûr de ne pas avoir de problème sur. Non, c'était pas ça ma question. C'était si déjà on approxime le process, est-ce que lorsqu'on veut déterminer notre perturbation, Déterminer notre perturbation. identifier la fonction de transfert de. Déterminer notre perturbation, ouais. Est-ce qu'on utilise l'approximation ou on va utiliser toute la fonction de transfert? Attends, je vais être clair. Tu n'as pas besoin de connaître la fonction de transfert de ton système pour connaître la fonction de transfert de ta perturbation. C'est deux choses indépendantes. Ah, je parle pour le régulateur. Donc pour le régulateur, vous connaissez les deux, et pour les deux, c'est exactement la même chose. Si vous en avez une qui est trop complexe et que vous n'avez pas envie d'implémenter un truc d'ordre 20, vous allez pouvoir réduire l'ordre de votre fonction de transfert pour la dynamique du système comme pour la dynamique de perturbation. Ça répond à ta question? C'est pas grave. Pas compris. Non, je demandais si on approxime celle du process, Ouais. lorsqu'on va arriver pour déterminer la fonction de transfert de notre régulateur, est-ce qu'on utilise l'approximation du process, l'approximation de la fonction de transfert du process, on utilise toute on va dire la full forme Mais de la si tu fonction de transfert. fais une approximation, c'est justement pour pouvoir t'en servir. Donc si tu fais une approximation, typiquement, c'est pour utiliser l'approximation, donc l'ordre réduit, dans ton feed-forward. Sinon, tu le fais pourquoi? Il y a deux raisons, soit c'est ça, soit c'est pour calculer facilement les paramètres du régulateur en feedback, et c'est plus facile de calculer les paramètres d'un PID sur un ordre 2 que sur un ordre 20, surtout si vous le faites à la main et pas en fréquentiel. Donc si vous le faites, c'est pour, l'utiliser dans les calculs de paramètres du feedback, mais aussi du feed-forward. Donc oui, si on a un ordre réduit, on le met dans le feed-forward. Et typiquement, on va faire un ordre 1 ou 2, et du coup, ça va nous faire, ce que vous connaissez déjà, et dont je vous ai déjà parlé il y a quelques semaines, 2 lead lag en série. Filtre avance, retard de phase, parce que c'est typiquement ça qu'on a comme régulateur lorsqu'on calcule les fonctions de transfert de feed forward, moins fonctions de transfert de perturbation utilisées par la fonction de transfert du process. Donc, pour les avantages et inconvénients des feedbacks et des feed forward, on a tout recité. Bla, 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 bla. Et c'est tout. Et du coup, ce qui est important de dire, c'est que finalement, on n'aura jamais, quasiment jamais, un feed-forward seul. Pourquoi? Parce que le feed-forward seul, quel est son inconvénient? Donc, en termes d'implémentation, ok, on a dit, on a besoin de connaître la mesure, d'avoir la mesure et de connaître les fonctions de transfert. Mais pourquoi est-ce qu'un feed-forward seul ne suffira pas? Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Le suivi de consigne. Qu'est-ce qu'il ne fait pas? La réjection des perturbations autre que celle qui est mesurée. Qu'est-ce qu'il ne fait pas? La robustesse, parce qu'il n'y a pas de boucle fermée. Donc, s'il y a une erreur sur la connaissance de la fonction de transfert de perturbation ou une erreur de connaissance sur la fonction de transfert du process, le feed-forward, on fait bien, il n'est absolument pas à ça. On va voir juste après comment est-ce qu'on peut essayer de voir comment corriger les fonctions de transfert de feed-forward en voyant les conséquences d'une erreur. Donc, un feed-forward seul, c'est quasiment jamais utilisé parce que ça ne fait pas le subconsigne, or c'est fondamental. Ça ne rejette pas les autres perturbations que c'est mesuré, or c'est fondamental. Et elle n'est pas robuste face à une erreur de modélisation, or c'est fondamental. Du coup, de nouveau, comme on sait qu'on aura notre feedback, ben, on va clairement pouvoir se permettre de travailler avec un feed-forward d'ordre approximé, parce qu'on sait que le feedback est là pour gérer les petites erreurs de modélisation dans le feed-forward. Donc, voilà comment ça peut se représenter. Et remarquez directement, même si ce n'est pas écrit clairement dans les slides ici, ça arrive plus tard, remarquez directement qu'ici, on va mélanger deux types de feed-forward. Je vous ai déjà parlé de ça il y a quelques semaines. En vous disant, faites gaffe, quand on discute de ça, il faut bien distinguer deux feed-forward. Pourquoi est-ce qu'on parle de deux feed-forward différents?
ces deux boucles vertes, c'est un peu la même idée. Mais regardez ici quelles sont les deux entrées de mon bloc feed-forward. Il est statique pour l'instant, mais ça c'est autre chose. Consigne et perturbation. Consigne et perturbation. Donc ceci cache quelque chose qu'on pourrait exploser en plus de blocs pour être plus clair. Et vous allez voir que c'est bien ça qu'on va faire. Et c'est ça qu'on fait très souvent en industrie quand on veut une bonne structure de réglage. Et encore une fois, ça va être lié au fait que quand je mets plusieurs éléments de structure de réglage, je dois faire attention à bien les combiner. Si je reviens ici sur un système simple pour lequel j'ai mon PID, j'ai volontairement un peu d'espace ici, donc faites-le aussi si vous voulez n'importe ici. J'ai mon PID avec mon régulateur qui va vers mon process qui revient ici. Un feed-forward de perturbation, c'est quoi? Et j'ai assez de dire, je sais que j'ai une dynamique de perturbation qui arrive ici, on l'appelle H1, on l'appelle H2, on l'appelle comme on veut, on s'en fout. On dit, attention, il faut absolument avoir une mesure de perturbation disponible si on veut pouvoir compenser cette perturbation par un feed-forward. Cette perturbation, elle arrive ici sur la sortie. Ça, c'est un modèle qu'on aime bien parce qu'il est capable de tout faire. Vous allez voir que dans la suite, on va dire que très souvent, la perturbation elle est en fait présente sur l'entrée du système. Et que donc, je pourrais me contenter d'un modèle plus simple. C'est un modèle où j'ai H de S, PD et Y, et où la perturbation apparaît ici directement, sans dynamique, sur la sortie. Ça, c'est un truc qu'on représente, qu'on a souvent. On a déjà discuté, c'est ce qu'on appelle une perturbation de charge sur le système. Donc, c'est une perturbation sur l'entrée du système. L'autre perturbation qu'on analyse souvent, c'est la perturbation qui est directement, hein, donc pas avec une fonction transfert, directement sur la sortie, et typiquement, c'est celle du bruit. Donc, celle de charge, elle est sur l'entrée, et plutôt lente, plutôt basse fréquence. Celle directement sur la sortie, c'est le bruit plutôt haute fréquence. Ceci, ça peut représenter l'intégralité de tout ça. C'est tout à fait général. Mais souvent, on est dans ce cas-là. Si vous deviez utiliser ce modèle-ci avec H1 et H2, alors que vous avez ceci en réalité, qu'est-ce que vous pourriez dire de H2? Question de jury de maturité, ça. C'est pas demain, ça commence à m'inquiéter. Si vous deviez réexprimer cette perturbation-là, la manière dont elle arrive sur votre process, sous forme d'un modèle qui est ceci. Ça, c'est mon modèle de perturbation de tout le reste, c'est ma structure de réglage. Donc, pour que ceci soit équivalent, H1 égale quoi? H2 égale quoi? H2 égale H1. Ça ne veut rien dire. Je vous demande de réexprimer ceci pour que ça corresponde à ça. Donc donnez-moi H1 et H2 à partir de ceci. H1 vaut H, il n'y a même rien à dire. C'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est H2. H2 vaut Sur H1. Si je dois réexprimer ceci, là, j'ai quoi? J'ai que l'entrée de mon système rentre dans H1, l'entrée de mon système rentre dans H, donc H1 c'est bien H, et P rentre dans H2 avant d'affecter ma sortie, P rentre dans H avant d'affecter ma sortie. Autrement dit, si j'ai ceci, qui est un cas très courant, mais que je suis en train de travailler sur une forme tout à fait générale, H1 est égal à H2 est égal à H. D'accord? Donc quand on a une perturbation sur l'entrée qui est très courant, eh bien on a tout simplement que les deux fonctions de transfert ici sont les mêmes. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ça? Eh bien parce que vous savez que la fonction de transfert du feed-forward, c'est moins H2 sur H1. Autrement dit, quand H2 est égal à H1, on se retrouve avec un régulateur en feed-forward qui est un régulateur statique, sans dynamique. Et dans ce cas-ci, c'est même poussé à l'extrême, c'est moins 1. Je vais vous donner quelques exemples. C'est quelque chose qui arrive assez souvent. Quand la perturbation est une perturbation de charge, donc qu'elle est sur l'entrée du process, le feed-forward est souvent dégénéré à moins 1, ou moins une constante, mais ça c'est encore un détail. Donc ça, c'est le feed-forward de perturbation.
je vous disais, ayez bien en tête directement quand vous travaillez ces sujets-là, que l'autre feed-forward qui existe est un feed-forward de consigne. Donc, comment est-ce que je vais réutiliser la même idée, j'ai vu, la même idée, donc réaction instantanée en manipulant directement l'organe de réglage face à une variation de consigne. Comment est-ce que je vais l'implémenter? Lorsque j'ai ma consigne, je vais directement aller dans un régulateur en feed-forward. C'est mon deuxième feed-forward, mais c'est un feed-forward de consigne, vu qu'il a la consigne comme entrée, alors que l'autre feed-forward a bien la perturbation comme entrée, c'est un feed-forward de perturbation. Et ça, qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, je vais directement aller le rajouter ici comme deuxième feed-forward de consigne. Et donc, vous voyez qu'on commence à avoir une structure de réglage bien plus intéressante, avec un feedback et deux feed-forward. Et une structure de réglage intéressante, ça a 2, 3, 10 régulateurs, mais bien foutus l'un avec l'autre. Ça veut dire quoi? Ben, on a déjà parlé d'être bien foutus l'un avec l'autre, donc bien conditionnés pour les manuels auto, pour les gestions de saturation, dans le cas de la cascade, et du feed-forward. Ici, il y a encore un autre truc qui apparaît. Même hors conditionnement manuel auto anti-wind-up, il y a un truc qui ne va pas bien se passer ici. Qu'est-ce qui ne va pas bien se passer ici? Sachant que celui-ci, il va s'occuper, on peut en parler, quel est l'objectif de ce régulateur-là? Les deux gros objectifs en régule, c'est suivi de consigne et réjection de perturbation. Celui-là, il fait quoi? Suivi de consigne, évidemment, il fait le suivi de consigne, il ne voit que la consigne. Et en fait, le gros avantage de celui-là, quels sont les gros avantages de ce régulateur de feed-forward en suivi de consigne? Quoi? Il est en boucle ouverte, donc, quoi? Donc, il peut être très rapide sans créer d'instabilité. C'est pour ça que c'est ce qu'on fait quand le suivi de consigne doit être rapide, mais que le système est lent et que du coup, le régulateur, lui, ne s'en sort pas. Lui, est toujours dans son compromis. Si je veux aller plus vite, je vais vers l'instabilité. Donc, si votre cahier des charges exige un temps de réponse en suivi de consigne tel que celui-ci ne sait pas le faire parce qu'il doit être lent à cause de la lenteur du système, eh bien, si celui-là est limité en vitesse et n'arrive pas à respecter votre cahier des charges en termes de temps de réponse en boucle fermée en suivi de consigne, il va falloir rajouter celui-là qui, lui, n'est pas en boucle fermée et donc n'a aucun risque d'instabilité. Lui peut aller aussi vite que vous voulez. Et l'autre avantage de cette boucle ouverte, c'est quoi? L'autre énorme avantage de la boucle ouverte, quelle est la dynamique en suivi de consigne? En faisant l'hypothèse pour l'instant que c'est lui seul qui le fait. Autrement dit, je dégage la consigne, elle ne va pas aller vers mon régulateur. Et je m'intéresse à la dynamique en suivi de consigne, je peux complètement oublier l'effet de la perturbation. Donc, quelle est la seule chose qui va gérer ma dynamique en suivi de consigne? C'est ça. Ma consigne arrive, elle passe dans mon régulateur, ça passe dans mon système, et j'arrive ici sur mon PV. Autrement dit, la dynamique en suivi de consigne, ce n'est rien d'autre que quoi? Ce n'est rien d'autre que ça, ma consigne, mon régulateur feed-forward suivi de consigne, et mon système. Mais vous connaissez déjà ça. Vous avez déjà utilisé ça. Dans quoi? Oui, IMC. Quoi? IMC. Oui, c'est la base de l'IMC. On va en reparler de l'IMC, mais vous avez déjà vu ce que c'était. L'idée de base de l'IMC, c'est justement de faire du suivi de consigne en boucle ouverte. Parce que ça ne crée aucun risque d'instabilité, c'est le premier avantage. Et le deuxième sur lequel je veux vous amener, c'est le fait que c'est hyper facile d'imposer la dynamique en suivi de consigne. C'est un gros avantage de la boucle ouverte, de nouveau. Vous n'avez pas la boucle fermée qui fait que l'influence des paramètres du régulateur est toujours indirecte. Je m'explique. Lui, il est dans une boucle fermée. Est-ce que vous pouvez me dire que si j'augmente le gain d'un facteur 2, ça va diminuer le temps de réponse d'un facteur 2? Est-ce que vous pouvez me dire que si je diminue le temps d'intégration d'un facteur 2, ça va diminuer le temps de réponse en suivi de consigne d'un facteur 2? Est-ce que vous avez quelque chose d'aussi direct? Non, pas du tout. C'est même très compliqué en fait. À cause de la boucle fermée, vous savez que calculer l'influence des paramètres de réglage sur la dynamique en suivi de consigne, c'est tout à fait indirect. C'est souvent les calculs assez imbuvables d'ailleurs. C'est une des raisons pour lesquelles on veut simplifier l'expression des fonctions de transfert. Donc, respectez votre cahier des charges en calculant les paramètres KP, TITD
pour avoir une certaine dynamique en suivi de consigne, temps de réponse, dépassement, etc., c'est indirect, c'est emmerdant. Alors qu'en boucle ouverte, c'est très facile. Rappelez-moi un peu ce que je mets ici pour imposer mon cahier des charges. Mon cahier des charges, c'est par exemple que lorsque j'ai ma consigne qui varie comme ceci, eh bien, je vais imposer d'avoir un temps de réponse à 95% de temps de réponse à 95% et un dépassement de D. Ça, c'est par exemple mon cahier des charges. Comment est-ce que je peux mettre très direct imposer ce cahier des charges ici? Très direct. Ce n'est pas du tout le cas à cause de la boucle fermée ici. Hein. C'est l'avantage du feed-forward ensuite consigne. 1, c'est rapide, sans risque d'instabilité. 2, c'est ça, c'est très facile d'imposer le cahier des charges. Rappelez-vous comment vous avez fait ça. Le taux d'amortissement grâce à la shoot et la constante de temps. D'accord. Donc, on va tout simplement exprimer ceci en disant que ça, c'est la fonction de transfert que je vais appeler f2s, qui est mon cahier des charges. Et donc, je vais avoir ici, typiquement, effectivement, un deuxième ordre avec la pulsation, le gna gna gna, ici. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez me dire du gain statique de mon filtre qui modélise, je ne sais pas si le mot est bon, mais qui modélise, qui exprime mon cahier des charges. Son gain statique, il vaut combien? Il vaut évidemment toujours 1. Hein. Pourquoi? Parce que c'est la dynamique qui lie la consigne au PV. Évidemment, si je fais plus 5 sur ma consigne, je veux que mon PV fasse plus 5. C'est la raison d'être de mon suivi de consigne. Donc ça sert que à donner les éléments dynamiques, et donc vous aurez un premier ou un deuxième ordre. Si je n'ai pas de dépassement, je vais typiquement essayer un premier ordre, parce qu'alors je n'ai qu'à imposer mon temps de réponse en suivi de consigne. Je dis bien un temps de réponse en suivi de consigne, pas en boucle fermée, parce que je suis en boucle ouverte. Et donc là, vous savez que vous avez le facteur 3 entre le temps de réponse et la constante de temps. Je reviens à la question, qu'est-ce que je fais dans mon régulateur feed-forward en boucle ouverte? Qu'est-ce que je fais pour imposer aussi facilement, aussi directement ma dynamique en suivi de consigne? J'ai tout simplement que c'est F. Ah non, ça ne va pas marcher. Quelle est la dynamique en suivi de consigne si je fais ça? Elle est là, la dynamique en suivi de consigne. Si je varie ma consigne, comment varie mon PV? Ça ne marche pas ce que j'ai fait là. Hein. Si je fais ça, quelle est ma dynamique en suivi de consigne? C'est F fois H. Comment est-ce que ma sortie PV est liée à ma consigne? C'est F fois H, donc évidemment, je n'ai pas F. Donc vous aviez bien compris et vous l'avez implémenté l'année passée. Il suffit de faire F fois H-1, autrement dit, dans mon régulateur en feed-forward, au-dessus de consigne, on retrouve l'inverse d'une fonction de transfert et on retrouve une fonction de transfert dans le bon sens. Évidemment, ici, je n'aurai pas de moins. Le moins du feed-forward en réjection de perturbation, il vient d'où? De quelle idée? Du fait que je dois compenser la perturbation. Ici, il n'y a pas du tout cette philosophie-là. Donc, on va tout simplement avoir la fonction de transfert cahier des charges ensuite consigne, divisé par la fonction de transfert du système. Et donc, ça, c'est ce que vous avez fait en IMC. C'est la base de l'IMC parce que c'était déjà cette idée d'imposer la dynamique ensuite consigne. On va exactement reprendre cette idée-ci. Et tout comme en feed-forward, à quoi est-ce qu'il faut faire attention en termes d'implémentation de ceci ou de ceci? À quoi est-ce que vous devez faire attention en termes d'implémentation? C'est automatisation. C'est pas un problème d'implémentation, ça va être un problème de robustesse, c'est vrai, on va y arriver après. Exactement. Il n'y a pas de problème de saturation. C'est pas ça. Si vous voulez programmer ça, vraiment pour l'implémenter dans votre automate, qu'est-ce que vous ne saurez pas faire? Implémenter F et H-1 distinctement. Parce qu'il y en a un qui sera quasiment tout le temps irréalisable, c'est lequel des deux? H-1. Et donc c'est pour ça qu'on n'implémente pas F et H-1 dans deux blocs différents, pour le dire grossièrement. On crée dans un bloc FH-1. Et on s'arrange avec les degrés de F pour que FH-1 soit réalisable. Okay. Donc vous ne saurez jamais, à une exception près,
implémenter H-1. Quel est le seul cas où H-1 est implémentable seul? Question de maturité, ça. Raté. Vous avez cette langue. Un intégrateur. Oui, et voilà. Merci. Il m'a fait mon dimanche. Donc le seul cas où H-1 est inverse, on peut inverser H-1, c'est s'il n'y a pas de temps mort et qu'il y a autant de 0 que de pôle. Là, vous l'inversez, il y a de nouveau autant que de 0 que de pôle. Il n'y a pas de problème de réalisabilité, ni d'ordre des polynômes, ni de temps mort non causal. C'est le seul cas qui est une exception. Donc retenez que H-1, vous ne serez quasiment jamais l'implémenter. Vous devez implémenter F-H-1 et justement, F va être choisi 1 pour respecter le cahier des charges, 2 pour boucher les trous de S pour que FH-1 soit implémenté. Donc, je reviens ici à ce feed-forward pour bien préciser que dans tout ce qu'on va parler, et bien en tête, est-ce qu'on est en train de parler d'un feed-forward suite consigne ou d'un feed-forward perturbation? Le feed-forward perturbation, il est là. Le feed-forward suite consigne, il est là. Okay. Donc là, j'ai déjà une structure de réglage avec un feedback, 2 feed-forward. À quoi est-ce que je dois faire attention ici? Eh bien, à ce que quand je mets plusieurs éléments dans ma structure de réglage, ils ne se tirent pas dans les pieds l'un de l'autre. Ici, qu'est-ce que je risque d'avoir comme problème? Qu'est-ce que je risque d'avoir comme problème? J'ai bien fait mon boulot ici, j'ai bien calculé ma fonction de transfert de suivi de consigne feed-forward pour qu'elle respecte mon cahier des charges, et je peux vous dire que si je ne fais pas attention, ça ne va pas marcher. Je n'aurai pas ça en cahier des charges. Typiquement, si j'ai un cahier des charges qui me dit que je ne peux pas avoir de dépassement, et que je ne fais pas attention à 1, ça veut dire qu'il y a un truc à boucher les trous, et bien j'aurai un dépassement. Et là, ma barre de réacteur nucléaire descend trop bas, 15 000 morts. 15 millions de morts, c'est plus marquant. Ordre général. Non. Qu'est-ce que je dois faire pour que ce que je viens d'avoir comme objectif sur un élément de ma structure de réglage, qui est le feed-forward ensuite consigne, soit encore correct lorsque je vais mettre ça dans une structure de réglage avec plusieurs éléments, un feed-forward et un feedback et 2 feed-forward. Et donc tu voudrais que le feed-forward ne réagisse pas? Il va quand même réagir. Mais tu mets tout à fait le doigt sur le problème. Mais je ne veux pas aller dans ton sens qui dirait bah, il suffit que le régulateur aille moins vite. Quelle est la conséquence de ça? Son rôle à lui, qui est typiquement la réjection de perturbation, sera mou. Mais effectivement, tu mets le doigt sur le problème. Si j'ai une variation de consigne ici, elle va suivre le chemin qu'on a sur lequel on vient de raisonner, et ça, c'est le chemin qui nous intéresse. On veut que le feed-forward de suite consigne fasse le suite consigne. Et on a même mis le polynôme, le filtre f, la fonction transfert f, pour respecter notre cahier des charges en suite consigne. Mais ce que tu es en train de dire très justement, c'est que cette consigne, elle va aussi apparaître ici comme entrée, comme consigne du régulateur, qui du coup va voir un écart de réglage, parce que le PV ne va pas réagir instantanément. Du coup, il va pousser sur la sortie du régulateur, et donc je vais effectivement avoir, c'était mon exemple, si j'ai quelque chose que je veux avoir sans dépassement, en fait ça va marcher sans dépassement avec le feed-forward seul. Sauf que ce que tu exprimes très bien, c'est que le feedback va aussi pousser dessus, et donc vous avez tout calculé très bien pour que la dynamique ensuite consigne corresponde à un temps de réponse donné et pas de dépassement, si c'est OK et charge. Vous implémentez ça, et patate, vous avez un dépassement, 15 millions de morts. La solution ne peut pas être de ralentir le régulateur, parce que sinon vous allez ralentir sa vraie fonction de typiquement réjection de perturbation. Donc ici, on a bien un problème pour lequel plusieurs éléments de structure de réglage doivent être bien implémentés, être cohérents avec l'ensemble. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va tout simplement dire au régulateur en feedback, tu ne t'occupes pas de suite consigne. Du coup, il n'y a que le feed-forward de suite consigne qui s'occupera du suite consigne. Comment est-ce qu'on va utiliser ça? On enlève le sommateur. Quoi? On enlève le sommateur. Bon. On enlève le sommateur. J'ai tué le régulateur alors. Comment est-ce que je peux dire au régulateur
écoute, tu n'es pas tout seul, tu es dans une structure de réglage, et dans cette structure de réglage, j'ai confié à mon régulateur en feed-forward feed consigne le rôle de faire le tracking de consigne. Toi, je ne veux pas que tu le fasses. Sinon, j'aurai effectivement ces deux effets et je ne respecterai pas mon cahier des charges. J'ai vu une main se lever, c'était pour se gratter les cheveux. C'est un peu ça. Vous êtes en train bêtement de perdre votre temps et c'est dommage. Ouais. Non, c'est pas un miracle bien, c'est un miracle. On pourrait rendre cette plante. Si on met juste rien pour montrer l'expérience entre un et le pilote, bah, il ne s'occupe pas de la consigne. Il n'y a pas qu'à nous dire qu'il y a. Qui va s'occuper des erreurs de modélisation? Ensuite, consigne. Qui va s'occuper du fait que ceci n'est qu'approximativement l'inverse de ceci? La feedback, si tu ne lui montres pas la consigne. Mais c'est une très bonne idée. Mais il manque un petit truc. C'est une très chouette discussion pendant la pause. On revient à l'obstacle. Non. Je vous ai donné la réponse. Vous devez vous mettre dans l'esprit, vous êtes un régulateur. Fermez les yeux. Vous êtes un régulateur, mais vous n'êtes pas tout seul. Et donc, vous devez dire au régulateur en feedback, toi, tu dois savoir tout le monde d'importance. Toi, tu dois savoir que j'ai demandé à quelqu'un d'autre, j'ai demandé à ton frère, que je n'ai pas plus que toi, mais je lui ai demandé de faire quelque chose. Je ne veux pas que tu fasses ça. On ne devrait pas le mettre en. Est-ce qu'on a vraiment? Ça, on a jamais sur c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais non, c'est pas ça. Moi, ça, c'est génique, n'importe quoi. Non, c'est très bien, mais je voudrais que tu sois un peu plus précis pour que je puisse le dessiner. C'est ça l'avantage de notre domaine. Régulation, structure de réglage, tout se fait sur papier, donc c'est vraiment être très clair. Oui. Attends, parce que lui, il part jamais. Et c'est pour ça que tu parles. Alors, je prends ton idée parce que tu parles jamais. Mais je la nuance un peu, pourquoi les mettre un temps mort? Et si tu réponds, tu vas tomber sur la bonne réponse. Le temps mort, c'est pas une bonne idée, mais pourquoi est-ce que tu penses à ça? C'est légitime, mais incomplet. Pour laisser le temps à l'autre de travailler. C'est une très bonne idée, mais c'est pas assez précis, en fait, ça n'a pas vraiment marché, ça. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque ma variation de consigne va arriver, je compte sur lui pour venir créer. Je compte sur lui pour que lorsque la variation de consigne arrive, il fasse ce qu'il faut sur mon organe de réglage pour que lui réagisse à la dynamique que je veux, ma dynamique F de S. Vous êtes d'accord? C'est bien ce qu'on veut, hein? Donc, si je fais ça, lui, quand il varie, va exciter celui-là, il va du coup créer ce signal-là, qui va faire que celui-là, qui arrive ici, va réagir comment? Comment ce signal-ci va réagir si je ne mets que mon feed-forward comme ceci, et que tout se passe parfaitement? Bien sûr. Comment? Avec quelle dynamique? F. Donc ceci va réagir avec la dynamique F de S. Et donc si je me contente d'un temps mort, qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir que mon PV va réagir comme F, et que le temps mort, ben, je ne sais pas ce que tu vas faire comme temps mort, tu vas faire ça. Et donc lui, ici, il va voir cet écart de réglage. Alors. T'es d'accord? Donc l'idée est bonne, mais pas assez précise. Je viens de vous donner la réponse, et tu me l'avais déjà donnée à peu près dans ta réponse. Je viens de vous donner la réponse. Qu'est-ce que je vais mettre ici dedans? Et puis on va faire la pause. Peut-être moins un. Tu y es presque. Enlève le -1. F. Vous allez simplement remettre votre cahier des charges ici. C'est tout à fait logique. Qu'est-ce qu'on est en train de dire au régulateur en feed-forward? Il y a une consigne qui arrive.
Si tout va bien, lui va faire quelque chose tel que la sortie se comporte comme f de s. Donc toi, ce que tu devras faire, c'est essayer de cogner sur f de s. Mais si tout va bien, tu n'auras rien à faire. Et qu'est-ce qui va faire que tout ne peut pas aller bien et que lui va quand même réagir? Est-ce que ceci pourrait se comporter autrement que f de s? Ben non, ça c'est programmé dans l'automate. C'est parfait, entre guillemets. Par contre, est-ce que ceci pourrait faire que ça se comporte? Est-ce que ceci pourrait se comporter autrement que f de s? Oui, si ça fait pas, je pense pas. Ben oui, si ça n'est pas l'inverse de ceci, j'aurais bien que mon PV ne se comporte pas comme f de s, et donc j'aurais que le régulateur ici va voir l'erreur de modélisation de mon feed-forward et va la compenser. Et donc en faisant ça, je suis bien en train de donner à chacun son rôle et d'éviter qu'il se tire dans les pieds. Je suis en train de construire une structure de réglage cohérente avec plusieurs éléments pour lesquels lui va faire l'action suivi de consigne directe et lui va pas l'emmerder, il va lui laisser le temps de réagir et il sait exactement combien de temps il a besoin pour réagir. Donc ton idée de temps mort intuitivement elle est bonne, sauf que c'est un peu plus fin que ça. C'est pas combien de temps il a besoin pour réagir, c'est avec quelle dynamique il réagit. Et du coup lui ne va voir que ce que l'autre devrait faire, et la différence entre ce que l'autre a réussi à faire et ce qu'il devrait faire, est bien vu par le régulateur en feedback qui, lui, comme d'habitude, est celui qui va ramasser la merde derrière et aller régler les petits problèmes d'incertitude de modélisation et de perturbations non mesurées, donc qui ne sont pas gérées par les feed-forward, présents dans la structure de réglage. Donc là, on a déjà pas mal d'éléments de la structure de réglage et on voit comment les combiner de manière intéressante. Donc on a discuté ici de deux choses. Un, la différence entre les deux natures du feed-forward, réjection de perturbation ou suivi de consigne. Mais l'idée elle est assez identique finalement. Et comment bien implémenter un régulateur en suivi de consigne feed-forward pour qu'il n'y ait pas un double effet. Et donc laisser le temps à l'autre de réagir et laisser encore une fois au feedback le fait de ramasser derrière pour régler les problèmes que l'autre n'a pas bien résolus. Oui. J'ai une question un peu bête, mais est-ce qu'il serait intéressant de mettre le régulateur sur la boucle pour retour? Quel régulateur tu as? R2S. Le mettre sur la boucle, sur le fil du Faraday. Si tu mets quelque chose ici, en général c'est le capteur. C'est la dynamique du capteur qui revient ici. Ce qu'on peut faire aussi, et tu le sais parce que tu fais ça dans un autre contexte, c'est avoir un régulateur à 2 degrés de liberté, pour lequel on va avoir ici un polynôme, ici un autre polynôme, T de S, et ici un polynôme S. Là, on a effectivement un sens de venir mettre une partie du régulateur ici. Et en fait, pour les automaticiens, quand vous avez comme ceci un régulateur à 2 degrés de liberté, ça cache déjà cette idée-là. Le 2 degrés de liberté, on sait que ça permet de découpler la dynamique ensuite consigne en réjection de perturbation. C'est vrai pour les régulateurs RST, et c'est vrai également, on en a discuté ici la semaine passée, pour les PID qui ont 2 paramètres en plus. Le paramètre qui permet que l'erreur proportionnelle et l'erreur de dérivée ne soient pas vues par le régulateur de la même manière. Et donc on avait discuté des coefficients alpha et bêta qui interviennent en plus dans le régulateur. Donc ça, c'est une raison pour laquelle on peut redessiner une partie du régulateur ici en dessous, mais nous mettons ça de côté pour ce qu'on fait ici. En général, on va dire que ce qui est dans la rétroaction, c'est la dynamique du capteur. Et